L'apéro, pour commencer, je le disais, il y avait chez les économistes sur les marchés financiers deux attentes, deux éléments attendus, très attendus aujourd'hui, à la fois le chiffre de l'inflation aux États-Unis et la conférence mensuelle de la Banque centrale européenne avec, toujours ou pas, des annonces de changement de politique monétaire ou de taux d'intérêt. Alors, le chiffre de l'inflation aux États-Unis, les consumer prices, comme disent les Américains, regardez cette dépêche du Wall Street Journal sur Twitter, ont continué à fortement progresser au mois de mai avec une hausse de 5% sur un an. Et 5%, c'est beaucoup. C'est le plus fort taux d'inflation aux États-Unis depuis 13 ans, depuis 2008. Donc ça, c'était une annonce significative, en tout cas pour les spécialistes de tout ça. Et puis côté BCE, là encore en début d'après-midi à Francfort, regardez ce compte rendu, factuel, la BCE opte pour le statu quo, c'est souvent le cas dans les conférences mensuelles de la BCE, mais c'est parfois ce qu'il y a autour qui est analysé. L'inflation américaine accélère plus que prévu, on l'a dit, la Banque Centrale Européenne qui en a profité pour relever ses prévisions et de croissance et d'inflation. Pour la zone euro, de croissance de 4 à 4,6% en 2021 et de 4,1 à 4,7% en 2022. On va voir la courbe s'afficher dans le tweet de la BCE et les prévisions d'inflation de 1,5 à 1,9% pour ce qui est de, je ne sais pas si vous voyez les chiffres, pour ce qui est de 2021, et de 1,2 à 1,5 pour ce qui est de 2022. Philippe, c'est vous le spécialiste autour de la table de ces sujets-là. Donc je dis, il y avait deux annonces, l'inflation américaine, on attendait aussi beaucoup, on avait parlé depuis quelques jours, beaucoup d'attentes sur l'annonce de la BCE. Qu'est-ce qui a retenu votre attention entre ces deux publications en ce début d'après-midi de jeudi Les deux, forcément. Les deux, en général. Alors, commençons par la BCE. C'est chez nous, c'est l'Europe. Voilà. L'intérêt de la réunion aujourd'hui était de savoir si les Européens, si la Banque Centrale Européenne allait opter pour une stratégie proche de celle de la Federal Reserve, la Banque Centrale Américaine. C'est-à-dire qu'il y a une reprise de l'économie aux États-Unis et la Banque Centrale a indiqué que probablement dans la deuxième partie de cette année, elle annoncerait une réduction de ses achats d'actifs. Et donc, tout le monde s'est mis à réfléchir en disant mais est-ce que la BCE va faire pareil? Nous aussi, on a une reprise, est-ce qu'on ne va pas faire pareil? Et donc, l'enjeu était celui-ci. Et en fait, Christine Lagarde nous a très clairement indiqué qu'il n'était pas question pour l'instant d'aller dans ce sens-là, puisque la reprise européenne est moins autonome que la reprise américaine et beaucoup moins avancée que celle observée aux États-Unis. Et donc, il y a encore un peu de temps avant que la BCE ne change son programme d'achat d'actifs, qui est un programme d'achat spécifique lié à la pandémie. À la crise sanitaire. Ça, c'est plutôt de nature quoi? À rassurer par rapport aux inquiétudes qui pouvaient Non, globalement, c'est... il y a eu, il y a 3 semaines, un mois, une vraie attente de se dire oui, parce que en Allemagne, parce qu'aux Pays-Bas, les banquiers centraux disaient voilà, tout redevient normal, il faut arrêter les achats et par la suite, des membres éminents de la BCE sont intervenus pour dire non, on a encore le temps. Donc, ça avait beaucoup calmé les choses. On n'est pas aux États-Unis, on est en Europe. Et donc, depuis une quinzaine de jours, les attentes étaient assez proches de ce qui est sorti. Finalement... D'accord, pas de changement majeur, pas le statu quo. Sur les chiffres que vous évoquiez, ce qu'il faut retenir, c'est que si effectivement la BCE envisage 1,9% d'inflation pour l'ensemble de l'année 2021, on retombe à 1,4% en 2023. C'est-à-dire des chiffres qui sont finalement assez loin des objectifs de la Banque Centrale Européenne. Ce qui traduit... le fameux 2%. Oui, le fameux 2%. Ce qui traduit le problème habituel de la BCE de ne pas réussir à arriver sur sa cible de 2%, mais ce qui lui permet aussi de dire, puisque je n'ai pas d'inflation, je peux continuer à être accommodante. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup plus à dire sur la BCE. D'accord. Mais alors justement, si on compare ce chiffre de 1,4% projeté par l'inflation en 2023 par la BCE pour la zone euro,
Vous nous dites, on comprend, c'est under control, voilà, sous contrôle, il n'y a pas de risque inflationniste. En revanche, effectivement, si on fait le comparaison avec le chiffre de l'inflation qui vient de tomber aujourd'hui aux États-Unis, pour le mois de mai, en projeté annualisé, hein, les 5%, on est interprété comment? Là, on a l'impression d'un chiffre significativement élevé. On a un chiffre élevé, comme vous le rappeliez, on n'a pas eu des chiffres aussi forts depuis 2008, l'été 2008, et puis quand on enlève le pétrole, qui est un élément très volatile, on a ce qu'on appelle une inflation sous-jacente à 3,8% qu'on n'avait pas vu depuis mai 1992. Donc, il y a une marge très, très importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, on avait été tous surpris au mois d'avril. L'inflation avait déjà accéléré, mais en disant, il y a un an, on a eu la question de la pandémie, on était tous en confinement, et donc les prix avaient baissé assez donc on avait un effet de base. Donc il y avait un effet de base très fort. Mais cet effet de base continue au mois de mai, mais ceci étant, quand le Council of Economic Advisors, qui sont les conseillers économiques de Joe Biden à la Maison-Blanche, commentent ce chiffre, ils disent, mais si on regarde par rapport à février 2020, si on prend ça comme avant la pandémie, avant la crise sanitaire, on a une accélération significative de l'inflation. Alors, d'où vient-elle? Une bonne partie vient du pétrole. Sur les 5%, il y a 2% qui est lié au pétrole. Et puis, sur le reste, il y a beaucoup de prix qui augmentent, à la fois parce qu'il y a du rattrapage. Les Américains veulent sortir, ils achètent des voitures, ils achètent, on voit les prix du transport augmenter dans tous les sens. Et c'est ça l'élément le plus important. Et associé à cela, et c'est là où les choses sont peut-être un petit peu plus complexes qu'un simple effet rattrapage, c'est que le prix des voitures d'occasion continue de progresser très vite. En fait, les Américains n'arrivent plus à trouver de voitures de voitures neuves en nombre suffisant parce que il n'y a plus suffisamment de semi-conducteurs pour les construire. Ouais, c'est comme chez nous, il y a un problème de stock. Exactement. Effectivement. Donc ils se rabattent sur les voitures d'occasion et donc on a là un aperçu des conséquences de cette crise des semi-conducteurs qui est importante. On le voit aux États-Unis et probablement que dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, on aura des signaux un peu du même ordre sur l'Europe. D'accord. Ce chiffre d'inflation à 5% aux États-Unis, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper, nous, Européens, nous, Français, ou c'est leur affaire? Tant que Mme Lagarde nous explique qu'il n'y a pas que c'est pas la même chose chez nous, pour l'instant, on peut regarder ça d'assez loin et passer au sujet suivant. Non, pour l'instant, on est sur deux dynamiques différentes. Ouais. C'est-à-dire que j'évoquais le prix de l'inflation, le taux d'inflation sous-jacent à 3,8% aux États-Unis. En Europe, au mois de mai, donc des chiffres comparables, on est à 0,9%. Donc on n'a pas encore de tension interne au sein de l'économie européenne qui permettrait de se dire on est sur le même tempo. On a tous les deux un effet pétrole très fort, mais les tensions en interne restent encore très réduites en Europe et n'ont pas du tout la même allure que celles observées aux États-Unis. Donc les marges de manœuvre des banquiers centraux ne sont pas tout à fait les mêmes. On va revenir sur les relations Europe-États-Unis dans quelques instants. Thomas, vous êtes un dirigeant d'entreprise, vous êtes un homme spécialiste de la communication. Alors il y a toujours un côté très communication, précisément dans les mots choisis par la présidente de la Banque Centrale Européenne chaque mois dans sa conférence, etc. Les marchés sont à scruter. Bon, là, globalement, ce que nous dit Philippe RAS, est-ce que plus largement, les éléments de communication sur la situation économique peuvent être importants, notamment dans notre contexte, nous, je vais dire préélectoral, mais pas loin quand même, effectivement. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français se sentent bien informés précisément par nos gouvernants sur ces sujets où on passe où ça reste l'écume des choses et on ne rentre pas. Alors sur Bismart, oui, on rentre dans le détail, on vient de le voir, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que la communication sur les enjeux économiques vous paraît plus largement, au-delà de ces questions de banque centrale qui sont très pointues,
pointus des politiques monétaires au niveau aujourd'hui. Alors on entend très régulièrement Bruno Le Maire, qui occupe une place médiatique très forte, mais à part ça, on n'a pas le sentiment qu'on parle beaucoup et qu'on explique beaucoup les phénomènes économiques. Est-ce que c'est parce que c'est compliqué d'un point de vue justement de la pédagogie auprès du plus grand nombre? Je pense que ça manque, effectivement, vous avez raison. On a l'impression qu'on reste dans je dirais, des zones qui sont un peu inaccessibles à la majorité des Français. Je pense que ça devrait être un des grands sujets de la présidentielle. On va parler de plein d'autres sujets, je pense, avant ceci. Et pour revenir, je dirais, structurellement sur à la fois la forme des déclarations, que ce soit de Mme Lagarde ou d'autres, ou même de Bruno Le Maire, on sait, et vous ne me contredirez pas, je pense que des déclarations de cette importance ont un impact direct sur la confiance des ménages, sur pourquoi pas la consommation, sur le fait que la volatilité de la bourse va aller dans un sens comme dans l'autre à partir d'une supposition ou on va sentir une inquiétude. Donc je pense que c'est de plus en plus à notre époque digitale où Twitter règne sur la petite phrase, le sous-entendu, lire entre les lignes, c'est de plus en plus capital de maîtriser absolument le moindre message émis sur des sujets aussi importants que l'économie, surtout dans une période effectivement préélectorale, mais aussi de période de crise post-pandémie ou post, on ne sait pas encore, mais enfin en tout cas dans une période où le moindre petit grain de sable peut faire repartir, je dirais, le stress des Français et puis même plus largement d'ailleurs des consommateurs. Donc on le voit nous à notre niveau dans l'écosystème des médias. On fait partie avec Mediabrands de ceux qui vont annoncer dans des prévisions. Là, on va sortir nos prévisions sur l'évolution des investissements publicitaires d'ici quelques heures. Voilà, ça va pas tarder. Et on sait que la manière dont on va, nous aussi, dans notre petit communiqué de presse, notre petit niveau, on sait que la façon dont on va l'annoncer, la façon dont les analystes et dont les médias vont comparer le communiqué de nos camarades, mais non moins concurrents de Publicis, de WPP, la variation au centième près de tel ou tel indicateur sur le SEO, l'affichage ou la télévision aura des impacts. Et finalement, on le sait, la forme est formante. C'est la base de la communication. Donc le fait de performer une parole peut faire arriver quelque chose. Quand on parle là d'économie, en revenant à Madame Lagarde et à Bruno Le Maire, on parle aussi de politique, bien évidemment. Et pour revenir à la présidentielle, je pense qu'il est essentiel qu'il y ait cette pédagogie qui soit faite. Évidemment, on ne sait pas qui se présentera, qui sera au second tour, machin, mais on a bien vu que lors du débat du second tour de la présidentielle, la candidate qui est en face de M. Macron a quand même un petit peu de mal à gérer ces sujets-là. Donc ça peut être un des points forts d'Emmanuel Macron s'il va jusqu'au bout. En même temps, elle a probablement progressé depuis. Et je pense qu'il y a ce besoin de pédagogie qui est essentiel, qui peut rappeler. Un mot. Oui, juste un mot pour aller dans ce sens-là. La Federal Reserve, la Banque centrale américaine, quand elle publie son communiqué d'après réunion de politique monétaire, ce communiqué est intégré immédiatement dans le Wall Street Journal et il y a une comparaison qui est faite mot pour mot du communiqué précédent et du nouveau. Et avec ensuite un commentaire sur ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Et toutes les lignes, le communiqué est assez court, mais toutes les lignes sont scrutées, tous les mots sont scrutés. Et donc là, c'est une page très lue du Wall Street Journal au moment de cette publication. Et effectivement, ça a des incidences sur l'interprétation qui va en être faite, parce que immédiatement, on voit ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Et de ce point de vue-là, on est dans un exercice de communication très formel, mais très important. Et Christine Lagarde n'échappe pas à cette... Alors justement, ça concerne un tout petit nombre de gens, et en même temps, souvent, autour de cette table ou dans les milieux financiers, dans les milieux économiques, on n'hésite pas à dire que Jérôme Powell, le patron de la Fed, est l'homme le plus puissant des États-Unis, que Madame Lagarde, la présidente de la BCE, est la personne la plus puissante de l'Union européenne, ou presque, et en même temps... En public ne les connaît pas, ces gens-là, ne les entend jamais, ou quasiment. Madame Lagarde a été ministre, donc on voit vraiment à quoi elle ressemble, mais on ne perçoit pas du tout cette importance. Le grand public Alors, est-ce qu'elle est réelle? Je ne sais pas, c'est peut-être un peu une coquetterie de spécialiste de dire ça, mais quand même, on sent que ça a quand même un impact important. Les grosses décisions de politique monétaire qui se chiffrent en centaines ou en milliers de milliards et qui vont se répercuter sur les taux d'intérêt et donc sur l'ensemble de l'économie. Comment expliquer qu'on ne connaisse pas, ou très peu, ou mal, ou ces personnes considérées par beaucoup d'experts comme les personnes les plus importantes dans l'univers économique sur la planète?
Je ne sais pas, parce qu'après tout, on se souvient de... On peut dire que c'est la faute des médias, mais... de l'onde de choc de la chute de Dominique Strauss-Kahn, qui est patron du FMI, et qui était quand même très médiatique, très exposé. Et on a vu effectivement que c'était pas un kidam moyen quand il est arrivé ce qui lui est arrivé. Donc non, je pense pas. Je pense que j'ai l'impression, les gens perçoivent ça quand même. Ce n'est que mon avis, mais que Mme Lagarde a cette... En tout cas, je parle pour elle. Après, pour certains autres acteurs, je connais moins. Je parlerai sous votre contrôle pour Mme Lagarde, mais j'ai l'impression qu'au contraire, cette figure, je dirais, de premier économiste, en montrant à la fois, je dirais, avec beaucoup de pédagogie, une certaine autorité, eh bien, une direction pourrait, de mon point de vue, peut-être lui donner, si jamais elle le souhaitait, d'autres opportunités, peut-être en France. Je pense que cette figure de proue française, dont effectivement on peut être très fier, je pense, est perçue par les Français comme une figure... Il faudrait faire un sondage dessus, il y en a peut-être. Je ne suis même pas sûr que ça existe, mais ça pourrait être intéressant de le faire. En tout cas, de réassurance et de grand professionnalisme et d'expertise. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait cette méconnaissance. En tout cas, peut-être parce que c'est Mme Lagarde et qu'elle a déjà été ministre, donc les Français la connaissent. C'est possible. Bon. Juste, je rebondis aussi là-dessus. Christine Lagarde a deux dimensions. Elle a fait une gaffe terrible au moment où elle est arrivée. Oui, sa première conférence de presse. Hein, elle parlait de la Banque centrale n'est pas là pour gérer les spreads, etc. Et immédiatement, les taux d'intérêt italiens et allemands se sont écartés avec des conséquences très dommageables, potentiellement, pour l'économie italienne. Donc là-dessus, l'impact peut être immédiat. L'autre point, c'est que il est toujours dit que dans les conférences de presse d'après comité de politique monétaire, le banquier central doit être très ennuyeux. Et chacun y réussit assez bien. Plus il est ennuyeux, mieux c'est réussi. Mais ce qui est intéressant... Ce qui n'est normalement pas la code de communication classique. On parle sous le spécialiste, sous le contrôle du spécialiste. Ce qui est intéressant avec Christine Lagarde, c'est que depuis quelques mois maintenant, elle sort de ce rôle de banquier central stricto sensu. Avec un rôle plus politique, vous voulez dire? Oui, mais pas tout à fait. Il y a une dimension politique forcément, mais on a vu par exemple, la semaine dernière, il y avait une conférence à la Banque des règlements internationaux et Christine Lagarde a enfoncé le clou en disant, nous, à la BCE, bien sûr qu'on on veut sauvegarder la valeur de l'euro, on est attentif à l'inflation, mais ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour du changement climatique. Et la Banque centrale européenne fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire de telle sorte que le changement climatique n'ait pas la dimension qu'on lui prédit. Et là, on voit des différences très claires entre ce qu'elle a pu dire, qui était assez fort et qui traduit bien l'état d'esprit de la BCE, et Jay Powell, le patron de la Fed américaine, qui a dit « Moi, c'est pas mon rôle. C'est le gouvernement qui décide. Moi, j'ai pas du tout à intervenir là-dessus. » Et donc, cette dimension-là sera beaucoup plus... donnera une dimension humaine, si je puis dire, à Christine Lagarde, plus que celle de banquier central, où on sait que c'est quelque chose de technique, etc. Bon, c'était un double apéritif, un triple apéritif. J'espère, mesdames, messieurs, que vous tenez encore debout. Mais c'était passionnant. On va tout de suite passer du coup au deuxième sujet. On va parler de nos relations avec les États-Unis.